Le Buller est le podcast qui vous parle de l'actualité de la bande dessinée chaque semaine. Dans ce 102e épisode, on revient avec Coco sur le traumatisme subi lors des attentats de Charlie Hebdo dans son album intimiste Dessiner encore. Dans la deuxième partie, on vous propose de découvrir en notre compagnie des lieux en France et à la frontière consacrés à la bande dessinée. Tout d'abord, comme chaque année, l'été est l'occasion de revenir sur de très bons albums qui sont sortis ces derniers mois et à côté desquels nous sommes passés. Le monde de l'édition étant en pause le temps de cette trêve estivale, nous avions envie de revenir dans ce premier épisode de l'été sur Dessiner encore, un album poignant d'une grande intensité que l'on doit à la dessinatrice Coco. Toutes et tous, sans exception, on se souvient de ce que l'on faisait le 7 janvier 2015, on se souvient comme si c'était hier de ce jour funeste où 2 terroristes ont fait feu dans les locaux de Charlie Hebdo. Mais s'il en est une qui s'en souvient bien plus encore, que ce souvenir hante chaque jour de son existence, c'est Corinne Ray, dessinatrice qui officie à Charlie Hebdo sous le pseudo de Coco. Alors qu'elle passe une partie de l'album à nous raconter combien ce 7 janvier avait démarré comme une journée ordinaire, cette date marque à tout jamais un tournant dans son existence. Depuis, elle est submergée par une vague qui va et vient au rythme de son humeur, vague qui balaye tout sur son passage, à commencer par le goût de vivre, alors que son existence a basculé un mercredi en fin de matinée. Alors certes, Dessiner encore n'est pas la bande dessinée la plus joyeuse que l'on vous aura présentée cette année, mais c'est un témoignage poignant et bouleversant de quelqu'un qui a vécu cette journée d'horreur de l'intérieur. Dessiner encore est aussi un mantra qu'elle se répète afin de ne pas sombrer, le dessin est vu sinon comme une thérapie, mais plutôt comme une raison de continuer de se lever chaque matin. L'album, après nous avoir submergés d'entrée par cette vague qui ne quitte plus la dessinatrice, s'ouvre justement sur une tentative de thérapie chez un EMDR qui travaille sur la stimulation sensorielle. Il faut dire que depuis 2015, il est compliqué pour la dessinatrice de sauter le poids de la culpabilité qu'elle ressent depuis ce jour. Coco ne manque pas de nous rappeler la chronologie des événements et elle revient en détail sur ce qui fut son rôle en ce funeste mercredi matin. Mais reprenons la chronologie dans l'ordre. Le 7 janvier est une journée plutôt ordinaire, sinon quand ce mercredi matin, c'est jour de parution du nouveau numéro de Charlie Hebdo, accompagné de sa conférence de presse hebdomadaire. Toutes les grandes figures du journal sont présentes autour de la table, des noms qui pour certains ont accompagné notre vie et notre jeunesse, de Cabu en passant par Wolinski. Comme à chaque fois, ça rigole ici, ça s'échauffe par là, ça dessine sur un coin de table, et surtout, Coco redonne vie à cette rédaction qui fonctionne comme une grande famille. Alors que le principal est dit, Coco décide de partir avant la fin de la réunion et descend fumer une cigarette avec une copine de travail. C'est à ce moment-là qu'elle tombe nez à nez avec les 2 terroristes, lourdement armés, avec une cible bien identifiée, Charlie Hebdo et son directeur de la rédaction, Charb. À ce moment-là de l'album, le dessin de Coco bascule dans la peur, sa silhouette est tremblante, les frères Kouachi sont représentés comme 2 ombres masquées, lourdement armées, et le regard de celle qui est au bout du fusil est comme hypnotisé. C'est d'ailleurs ce qu'elle explique, tout ce qu'elle fait à partir de là est mécanique, elle en vient même à se tromper d'étage, jusqu'au moment où elle est devant le fameux digicode qui permet d'entrer dans les locaux. En pleine page se succèdent les dessins qui nous font plonger dans l'effroi qu'elle a pu ressentir, elle qui est maman à cette époque d'un enfant de 2 ans. C'est ainsi qu'elle ouvre la porte et que commence une succession de pages noires que seul le tac-tac-tac-tac-tac de la mitraillette ne vient troubler, glaçant. Avec pudeur, Coco ne dessine pas le résultat de cette boucherie auquel elle assistera, mais enchaîne sur de multiples pages au découpage de plus en plus frénétique où elle se demande « et si ?» Et si elle les avait poussés dans les escaliers? Et si elle avait essayé de s'enfuir? Et si elle avait appelé au secours? Et si elle n'avait pas tapé le code? Bref, cette scène qui arrive à mi-album marque un tournant dans la vie de son autrice. On sent d'ailleurs tout le poids de la culpabilité que porte sur ses épaules une Coco qui, par le dessin, essaye d'exorciser une partie des démons qui l'habitent depuis le 7 janvier 2015. Comme nous le disions en introduction, véritable témoignage d'une personne qui a vécu cette tragédie de l'intérieur, Dessiner encore est un ouvrage qui remue, qui secoue et duquel on ne sort pas indemne.
Dans cet ouvrage, elle aborde aussi la période qui a suivi l'attentat, l'accueil des équipes de Charlie Hebdo au sein du journal Libération, la guerre interne qui s'est jouée au sein même du journal, mais aussi la vague de sympathie que les Français ont spontanément déclenchée à la suite de cet événement, la vague, toujours la vague. De fait, Dessiner encore est un ouvrage qui devient aussi important pour le lecteur que pour son auteur, comme un appel à partager un peu de son lourd fardeau qui repose sur ses trop petites épaules. Comme un symbole, Dessiner encore est un album qui fait 352 pages et qui pèse un certain poids que l'on ressent à la lecture. Ce sont les éditions Les Arènes BD qui publient ce titre important, dont la fin de l'ouvrage ne manque pas de rendre hommage aux victimes de Charlie Hebdo, mais aussi celles du 8 et du 9 janvier 2015. Numéro d'été oblige, nous consacrons la seconde partie de ce podcast aux endroits en France ou à proximité où vous pourrez découvrir des expositions ou des lieux consacrés à la bande dessinée. À tout seigneur, tout honneur, c'est dans mon fief de la métropole lilloise que commence ce tour de France des lieux et des expositions qui s'intéressent à la bande dessinée. C'est d'ailleurs un artiste local et l'une des figures majeures de la bande dessinée française qui est doublement mise à l'honneur, François Bouc. À noter d'ailleurs qu'il a lui aussi un lien avec les attentats du 7 janvier 2015, puisqu'il a pu assister au procès des différents complices des frères Kouachi pour Charlie Hebdo. Certains des dessins qu'il a réalisés durant tout le procès sont d'ailleurs visibles à Tourcoing et à Lille, les deux villes où François Bouc s'expose. Commençons par Tourcoing avec une exposition baptisée Liberté dessinée que vous pourrez visiter gratuitement jusqu'au 25 juillet prochain. Ici, le travail de l'auteur est mis en parallèle aux côtés des dessins de certains de ses amis, dont la plupart travaillant pour la presse. C'est à la Maison Folie de l'Hospice d'Avray à Tourcoing qu'on vous proposera de revisiter les 45 ans de carrière de cet artiste autodidacte natif de la cité lilloise. Aux côtés des dessins de Bouc, vous pourrez y retrouver ceux de Cabu, Charb, Coco, Wolinski ou encore Plantu et Honoré. Deux thématiques ont été retenues pour cette exposition, l'humain mon pote et Société d'aujourd'hui, histoire de toujours. Si vous avez envie de découvrir cette belle exposition, rendez-vous encore pour une bonne dizaine de jours du côté de Tourcoing. À Lille, c'est le Palais des Beaux-Arts qui sert d'écrin au travail de François Bouc dans le cadre de ce qui est appelé l'Open Museum du côté de la Cité des Flandres. Après Zep il y a quelques années, Bouc est le second auteur de bande dessinée à qui l'on a confié les clés du musée pour y apporter ici et là des transformations nées de son imagination. Si quelques dessins et quelques planches sont exposés au sein du musée, l'objectif de l'Open Museum est surtout de créer des œuvres ou des installations qui viendront s'insérer au sein des collections. Dans certaines salles, les dispositifs mis en place permettent de revisiter le musée autrement en découvrant ici des images projetées sur des statues ou là, la possibilité de faire des selfies dans une salle où s'accumulent les portraits. Chaque œuvre a ceci de commun de jouer sur le visuel, de créer l'illusion et de perturber les sens du visiteur. En tout, ce sont plus d'une vingtaine d'œuvres qui bousculent la visite ordinaire que l'on peut faire du Palais des Beaux-Arts lillois. À noter qu'en marge de cette carte blanche accordée à François Bouc, le musée a fait entrer dans son fond plus de 400 dessins et planches provenant du créateur des aventures de Jérôme Mouchereau. Vous avez jusqu'au 8 novembre prochain pour vous rendre au musée du centre-ville lillois pour découvrir ces transformations pour le prix d'un billet d'entrée classique. Voilà, nous en avons terminé avec ce 102e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de l'album Dessiner encore, ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur Instagram sur le compte lebuller.podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous suivre sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcast ou sur votre plateforme préférée. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 103e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.